Il y a 2 semaines, on a exploré en vidéo un rapport de la DARPA qui se penche sur l'économie lunaire. Pourquoi et comment la bâtir? Dans la première vidéo, on s'est surtout penché sur le pourquoi aller sur la Lune, qu'est-ce que ça peut bien rapporter à la Terre. On pourrait résumer la conclusion de la précédente vidéo ainsi. La Lune est le meilleur marchepied de l'humanité pour s'étendre dans l'espace, y compris en orbite terrestre. Ses ressources et son énergie peuvent la transformer en un hub manufacturier qui peut alimenter tout le système solaire. Si l'humanité veut s'étendre durablement dans l'espace, la Lune est la première étape logique. L'essentiel du rapport de la DARPA concerne cependant le comment. Comment on transforme cette vision en une série de services et de produits qui peuvent s'intégrer dans l'économie lunaire. C'est la question qui se trouve au centre du rapport et qui est détaillée au long d'une dizaine de chapitres. Aujourd'hui, on ne va pas tout voir en détail, ce serait trop long et ça recouperait certaines des réflexions qu'on s'est fait il y a 2 semaines. On va se pencher en particulier sur 3 composants qui pourraient contribuer à bâtir la première économie en dehors de l'atmosphère terrestre. En France, il y a une entreprise New Space qui développe un service très particulier, à ma connaissance unique au monde. Space Dreams ne fait pas de fusées, de satellites ou de composants, ils conçoivent et vendent des pas de tir. Et oui, on l'oublie souvent, mais l'étage 0, comme on l'appelle parfois, est un composant clé des lancements orbitaux. Et sur la Lune, il n'y a pas de pas de tir, et peut-être plus embêtant encore, il n'y a pas de zone d'atterrissage. Chaque tentative de se poser sur notre satellite est un exercice ultra risqué. Au début du XXe siècle, les aviateurs devaient parfois poser leur biplan sur des champs en friche, et les alunissages modernes ressemblent un peu à ça. On arrive sur un terrain non préparé, sans aucune signalétique, et on croise les doigts pour que tout se passe bien. À ça, il faut ajouter les nuages de poussière soulevés par les moteurs, et on comprend pourquoi le taux d'échec reste très élevé dans les tentatives d'alunissage. C'est souvent au niveau du dernier kilomètre que les choses se gâtent, là où un pad d'atterrissage aurait pu faire toute la différence. C'est une des réflexions de la DARPA, explorée dans le chapitre 9 de son rapport. Il y a une niche à prendre pour construire et commercialiser des pads d'atterrissage et de décollage, surtout pour les atterrisseurs lourds. Le Starship en particulier, avec ses 50 mètres de haut et ses moteurs puissants, s'expose à un véritable jeu d'équilibriste pour aller se poser sur la Lune. Seulement, construire un pas de tir, ça coûte déjà très cher et ça prend beaucoup de temps sur Terre. Alors, comment le faire sur la Lune? L'Agence d'innovation de défense américaine identifie une technologie clé, la transformation vitreuse par laser, ou VMX. C'est une technologie développée par une entreprise du nom d'Icon qui a déjà reçu le soutien de la NASA. Il s'agit en gros de prendre le régolithe lunaire et de le chauffer suffisamment par laser pour le vitrifier. Testé sur Terre avec des analogues, le procédé crée un matériau étonnamment résistant, suffisamment même pour supporter un Starship. La DARPA envisage ainsi qu'avec ce procédé, on pourrait construire des pads d'atterrissage et de décollage. Ils devraient faire 120 mètres de diamètre et présenter une épaisseur comprise entre 2 et 15 cm, en fonction des propriétés réelles du régolithe sur place. Cela permettra à un Starship d'atterrir et de décoller sur du plat sans soulever trop de poussière. On pourrait y adjoindre un système de signalétique lumineuse pour permettre aux algorithmes de pilotage de s'y retrouver beaucoup plus facilement. C'est typiquement le type d'infrastructure qui augmenterait fortement le taux de réussite des atterrissages lunaires. La DARPA pense donc que c'est un service que des entreprises privées pourraient s'atteler à offrir. Elles pourraient construire et opérer des pads d'atterrissage à différents endroits stratégiques et facturer leurs services pour en faire un business rentable, qui s'inscrirait donc dans l'économie lunaire. Qui sait, c'est peut-être Space Dreams qui pourrait le faire d'ici quelques décennies. Toujours sur le plan de la logistique, l'agence américaine s'intéresse également au rail pour le transport à la surface de notre satellite. La mobilité est une capacité essentielle pour développer une économie. Une mine qui n'est pas capable d'acheminer ses produits là où ils seront transformés ne sert à rien. La Lune présente cependant un visage difficile, constellé de cratères et de rochers. Pas l'idéal pour construire des routes ou faire de la navigation autonome. Le moyen le plus simple de joindre un point A à un point B de manière régulière reste donc peut-être le rail. Peu sensible aux températures et à l'usure, il présente un moyen de transport robuste et fiable pour des liaisons régulières. L'expansion du rail a permis un énorme boom économique sur Terre au 19e et 20e siècle. On pourrait donc peut-être espérer un développement similaire sur la Lune. Seulement, poser des milliers de kilomètres de rail demande un effort pharaonique, et il n'y a pas de dizaines de milliers de travailleurs payés au lance-pierre sur la Lune.
Pour la DARPA, il faut donc pouvoir robotiser en masse et exploiter les ressources locales. Cela demande une armée de robots spécialisés assez impressionnante dont l'agence nous fournit quelques croquis. Côté ressources, la DARPA pense que les métaux seront le meilleur matériau à exploiter. L'agence explore plusieurs alliages de fer, d'aluminium et de titane qui pourraient fonctionner par grande chaleur et par grand froid, et qui naturellement rejetteraient la poussière de l'environnement. L'agence explore un autre avantage assez surprenant. Les métaux sont de bons conducteurs thermiques et électriques. On pourrait donc utiliser cette infrastructure de rail pour transporter de la chaleur et de l'électricité un peu partout sur notre satellite. Avec un rail dédié au transport d'énergie et de ressources, on pourrait même avoir une infrastructure qui distribue l'eau, la chaleur, l'oxygène, l'énergie et l'information. Concrètement, le rail devrait être posé sur un lit qui serait constitué de régolithes lunaires. Lors de sa fabrication, on y intégrerait directement des raccords en métal. Ces derniers abriteraient des clips qui seraient conçus pour casser en cas de trop forte charge tout en préservant le rail. Le rail lui-même serait donc placé entre ces clips. Du fait des grandes différences de température entre le jour et la nuit, le rail serait soumis à des déformations importantes. La DARPA recommande donc des segments courts liés par des matériaux compressibles. L'avantage de ce design de rail assez classique, c'est qu'on pourrait y appliquer toute la connaissance et l'expertise du rail terrestre. Le développement du rail sur la Lune serait un effort sur le long terme. Les premières pistes ne feraient que quelques centaines de mètres. L'agence estime qu'avec suffisamment d'énergie et d'accès aux ressources locales, il serait possible de construire environ 50 km de rail par an. Au plus fort du développement, la majorité des matériaux seraient sourcés localement, avec une quantité d'équipements importés de la Terre au final assez raisonnable. Chaque trajet permettrait éventuellement de transporter des dizaines de tonnes de matériaux lunaires, ce qui permettrait aux autres industries de notre satellite de prospérer. Si on imagine cette application être développée par un acteur privé, il faudrait qu'il ait des ressources financières solides et qu'il soit prêt à attendre des années voire des décennies avant d'avoir un retour sur investissement. Les deux applications qu'on vient d'évoquer seraient largement robotisées et c'est un troisième domaine que la DARPA explore en détail. La Robotics as a Service, ou RAAS, va probablement se développer sur Terre, en orbite et logiquement sur la Lune. Pour toutes les applications qu'on a évoquées, cette semaine ou la semaine dernière, il va falloir des robots, beaucoup de robots, souvent spécialisés. Il y a donc un pari à faire pour des entreprises à commencer à développer ces robots dès maintenant. Si chaque application développe sa propre robotique dédiée, les coûts vont exploser. Si en revanche elle a la possibilité d'acheter sur étagère des robots suffisamment agiles pour endosser des tâches très diverses, elle pourra se concentrer sur le cœur de ses opérations. La robotique, c'est un peu ce qui doit permettre de rendre toute cette vision possible. Elle vient remplacer les milliers de travailleurs payés au lance-pierre du rail ou de l'acierie du début du XXe siècle. Dans son rapport, la DARPA explore deux architectures robotiques qui sont déjà prometteuses car elles pourraient bien fonctionner dans le milieu lunaire et remplir un certain nombre de tâches. La première est ce qu'ils appellent un ver. C'est une sorte de bras robotisé qui est capable de se déplacer par lui-même ou de se fixer sur des supports, une station, un rail ou un rover. Il possède ses propres batteries, une unité de chauffage pour les nuits lunaires et des moyens de communication. D'environ 2 mètres de long pour 60 kg, il doit être capable de se déplacer à 50 cm par seconde. L'intérêt d'une telle architecture, c'est sa polyvalence extrême. Il est possible de fixer une extrémité du bras sur une surface via des connecteurs dédiés et de placer des outils divers au niveau de l'autre extrémité. Une caméra pour faire de l'inspection, une pince pour faire de la manutention, une pelle pour faire de l'excavation ou une tête imprimeuse pour faire de la construction. Le ver doit pouvoir fonctionner en totale autonomie pour les tâches les plus simples ou être télépiloté pour les situations les plus inhabituelles, les réparations par exemple. L'autre robot essentiel envisagé par la DARPA est ce qu'ils appellent le mover, le déplaceur, qu'on pourrait qualifier assez simplement de rover. D'une masse de 200 kg, il doit être capable de transporter jusqu'à 300 kg de charge utile grâce à la faible gravité lunaire. Il doit également pouvoir rouler jusqu'à 5 km/h et fonctionner en autonomie ou via télécommande. Avec ce couple de robots, bras et rover, la DARPA nous montre une série d'opérations complexes et très différentes qui peuvent être menées. Ici par exemple, le ravitaillement en ergol d'un Starship. Le rover commence par apporter l'ombilical et 2 vers sur son dos. Ces derniers se fixent sur le Starship pour une séance d'inspection et de nettoyage. Ils viennent ensuite brancher puis débrancher l'ombilical avant de repartir sur le rover. La présence de 2 bras permet de faire des relais. Un bras porte l'ombilical pendant que l'autre se replace et vice versa.
Autre cas de figure, le désassemblage d'un atterrisseur pour recyclage. Les matériaux étant chers sur la Lune, il y a tout intérêt à récupérer tout ce qui est récupérable. On nous présente ici 3 approches, démonter le rover par le haut, par le bas ou en le faisant basculer. Je trouve la première approche particulièrement intéressante car elle nécessite la construction d'une structure qui puisse servir d'ancrage au bras. Dans un premier temps, une telle structure pourrait être composée d'éléments standards apportés depuis la Terre, des sortes d'échafaudages. Mais avec une énergie disponible de plus en plus importante, une telle structure pourrait être imprimée n'importe où à partir du régolithe lunaire, avec la forme parfaite nécessaire pour l'opération. Toute cette robotique pourrait être fournie en tant que service pour contribuer à l'économie lunaire. Les entreprises n'auraient ainsi pas forcément besoin de savoir comment construire une structure, ils pourraient demander à des pros de le faire. La robotique lunaire va forcément avoir un impact très important sur les opérations à la surface. On va également la voir se développer sous nos yeux. Les rovers du programme LTV sont ainsi un peu les premiers exemplaires du mover, le rover déplaceur. Et bien souvent, ils emportent également leurs propres bras. Allez, voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous donne des idées si vous voulez un jour vous lancer dans le spatial. J'ai hâte de lire vos remarques et questions dans les commentaires. On boucle ici ce chapitre lunaire et dans 2 semaines on se plongera dans les lanceurs du New Space chinois, car il y a une montagne d'actu à traiter sur le sujet. On se retrouve mardi avec Hugo pour le DNDE et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.